Le télescope spatial James Webb vient de découvrir des galaxies qui ne devraient pas exister. Des objets si anciens et si massifs qu'ils semblent ne pas appartenir à notre univers. Et ce que les scientifiques découvrent ébranle les fondements même de tout ce que nous pensions savoir sur la naissance du cosmos. Si les mystères du cosmos profond vous fascinent, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Cosmic Drift pour d'autres voyages parmi les étoiles. Voici le constat. Nous avons passé des décennies à construire notre compréhension de l'univers. Nous avons étudié les étoiles. Nous avons cartographié les galaxies. Nous avons remonté la lumière jusqu'au tout début du temps lui-même. Et nous pensions avoir compris. Nous pensions savoir comment les galaxies naissaient, comment elles grandissaient, et combien de temps ce processus était censé prendre. Mais ensuite, le télescope spatial James Webb a ouvert ses yeux dorés et a regardé plus profondément dans l'espace qu'aucun instrument jamais construit. Et ce qu'il a trouvé a fait dire aux scientifiques du monde entier la même chose. C'est impossible. Ce ne sont pas des galaxies ordinaires, ce sont des monstres, des colosses presque aussi massifs que notre propre Voie lactée, remplis de centaines de milliards d'étoiles. Et voici la partie qui empêche les astronomes de dormir la nuit. Ces galaxies existaient quand l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous parlons de 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. L'univers a aujourd'hui 13,8 milliards d'années. Cela signifie que ces galaxies se sont formées quand le cosmos n'avait que 3% environ de son âge actuel. Pour mettre cela en perspective, imaginez une personne de 100 ans. À 3% de sa vie, elle n'aurait que 3 ans, un tout petit. Maintenant, imaginez trouver un enfant de 3 ans qui ressemble déjà à un adulte pleinement développé. C'est exactement ce que les scientifiques ont trouvé dans ces images. Des galaxies bébés qui semblent avoir déjà vécu des vies entières. L'équipe qui a fait cette découverte ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Erika Nelson, astrophysicienne à l'Université du Colorado à Boulder, a résumé la situation dans les termes les plus simples possibles. Elle a dit que c'était complètement dingue, que l'on ne s'attend tout simplement pas à ce que l'univers primitif soit capable de s'organiser aussi vite. Ces galaxies n'auraient pas dû avoir le temps de se former. Mais elles étaient bien là. 6 petits points rouges, flous, brillants dans l'obscurité du cosmos ancien. Et ces petits points sont sur le point de changer tout ce que nous pensons savoir sur l'univers. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés de la certitude que nous comprenions l'univers à une remise en question de tout? Pour répondre à cela, nous devons comprendre ce qu'est réellement le télescope spatial James Webb et pourquoi il peut voir des choses qu'aucun autre télescope n'a jamais pu observer. Le télescope spatial James Webb, ou JWST pour faire court, est l'observatoire le plus puissant jamais lancé dans l'espace. Ce n'est pas simplement une version améliorée du télescope spatial Hubble. C'est quelque chose d'entièrement différent. Pensez à Hubble comme une paire d'yeux ordinaires regardant l'univers. Le JWST, c'est comme avoir des yeux capables de voir dans le noir, à travers les murs, et de remonter dans le temps. Le secret, c'est la lumière infrarouge. Vous ne pouvez pas voir l'infrarouge avec vos yeux. C'est le type de lumière qui provient de la chaleur. Quand vous approchez votre main d'un radiateur chaud, cette chaleur que vous ressentez est un rayonnement infrarouge qui atteint votre peau. Tout ce qui a une température émet de la lumière infrarouge, même si elle est invisible pour nous. Et voici où cela devient fascinant. L'univers est en expansion. Il est en expansion depuis le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Et à mesure que l'espace s'étend, quelque chose d'étrange arrive à la lumière qui le traverse. La lumière est étirée. Imaginez que vous dessiniez une onde sur un élastique, puis que vous tiriez l'élastique par les 2 bouts. L'onde devient plus longue et plus étalée. C'est exactement ce qui arrive à la lumière quand elle voyage à travers l'univers en expansion. Les scientifiques appellent cela le décalage vers le rouge, parce que la lumière se déplace vers l'extrémité rouge
du spectre des couleurs. Et si la lumière voyage suffisamment loin à travers l'espace en expansion, elle se décale au-delà du rouge jusque dans l'infrarouge. C'est pourquoi les galaxies les plus anciennes de l'univers sont invisibles pour des télescopes comme Hubble. Leur lumière a été tellement étirée qu'elle est devenue infrarouge. Hubble peut voir un peu d'infrarouge, mais pas beaucoup. Il était principalement conçu pour voir le même type de lumière que vos yeux perçoivent. Le JWST a été construit spécifiquement pour voir la lumière infrarouge. Et pas qu'un peu. Il peut voir des longueurs d'onde de lumière qui ont voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. De la lumière qui a quitté sa source quand l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. De la lumière provenant des toutes premières étoiles et galaxies qui aient jamais existé. Mais voir la lumière infrarouge est délicat. Voici le problème. Tout ce qui est chaud émet un rayonnement infrarouge. Votre corps en émet. La Terre en émet. Même le télescope lui-même en émet. Si le JWST était chaud, il serait aveuglé par sa propre chaleur. Ce serait comme essayer de voir les étoiles pendant que quelqu'un braque une lampe torche directement dans vos yeux. Les ingénieurs qui ont construit le JWST ont trouvé une solution incroyable. Ils ont placé un immense bouclier solaire sur le télescope. Ce bouclier fait à peu près la taille d'un court de tennis et il bloque la lumière et la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune. Du côté sombre de ce bouclier, le télescope est refroidi à une température incroyablement basse. Nous parlons d'environ moins 223 degrés Celsius. C'est seulement 50 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus froide qui puisse exister. À cette température, le JWST n'émet pas assez de lumière infrarouge pour interférer avec ses observations. Il peut rester là dans l'obscurité glaciale de l'espace et fixer les objets les plus faibles et les plus lointains de l'univers sans être aveuglé par sa propre chaleur. Et puis, il y a le miroir. Le miroir primaire du JWST fait 6,5 mètres de diamètre. C'est plus de 6 fois la surface du miroir de Hubble. Un miroir plus grand signifie une plus grande capacité à collecter la lumière. Et une plus grande capacité à collecter la lumière signifie que le JWST peut voir des objets 100 fois plus faibles que ce que Hubble pouvait détecter. Alors quand le JWST a tourné ses yeux infrarouges vers l'univers ancien pour la première fois, il a pu voir des choses qui n'avaient jamais été vues auparavant. Et presque immédiatement, il a commencé à trouver des choses qui ne faisaient aucun sens. Parlons maintenant de ce que les scientifiques s'attendaient à trouver par rapport à ce qu'ils ont réellement trouvé. Depuis des décennies, les astronomes disposent d'un modèle pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Il s'appelle le modèle Lambda-CDM, et c'est la meilleure explication que nous ayons pour tout, du Big Bang aux galaxies que nous voyons aujourd'hui. Lambda représente l'énergie noire, la force mystérieuse qui fait que l'univers s'étend de plus en plus vite. CDM signifie matière noire froide, la substance invisible qui constitue la majeure partie de la masse de l'univers. Selon ce modèle, l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années, dans un état incroyablement chaud et dense. Dans la première fraction de seconde, il s'est étendu plus vite que la vitesse de la lumière lors d'un événement appelé inflation cosmique. Puis il s'est refroidi. Les premiers atomes simples se sont formés, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, les éléments les plus légers qui existent. Mais voici la partie importante pour notre histoire. Selon le modèle, les galaxies n'ont pas surgi d'un coup. Elles ont dû être construites pièce par pièce. Et ce processus était censé prendre très longtemps. D'abord, la matière noire a dû s'agglutiner en structures appelées halos. La matière noire n'interagit pas avec la lumière, donc nous ne pouvons pas la voir directement. Mais elle possède une gravité, beaucoup de gravité. Et cette gravité a lentement attiré la matière ordinaire, celle qui forme les étoiles et les planètes, dans ces halos de matière noire. Une fois que suffisamment de matière ordinaire s'est accumulée dans ces halos,
elle a commencé à se condenser et à chauffer. Finalement, les premières étoiles se sont allumées. Ces étoiles primitives étaient probablement différentes des étoiles que nous voyons aujourd'hui. Elles étaient constituées presque entièrement d'hydrogène et d'hélium parce que les éléments plus lourds n'existaient pas encore. Elles étaient aussi probablement beaucoup plus grosses et plus brillantes que les étoiles modernes. Quand ces premières étoiles massives sont mortes, elles ont explosé en supernova. Ces explosions ont créé des éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer. Et ces éléments ont été dispersés dans l'espace où ils se sont mélangés au gaz et ont finalement formé de nouvelles générations d'étoiles. Lentement, au fil de centaines de millions d'années, ces petits amas d'étoiles ont fusionné ensemble. De petites galaxies se sont combinées pour former des galaxies plus grandes. Et ces galaxies plus grandes se sont combinées pour en former de plus grandes encore. C'était un processus lent et progressif, comme construire une maison brique par brique. Selon ce modèle, l'univers très primitif aurait dû être rempli de petites galaxies jeunes, de petits amas d'étoiles en train de se former, pas de colosses développés comme la Voie lactée. Cela devait venir plus tard, après des milliards d'années de croissance et de fusion. C'est ce que les scientifiques s'attendaient à voir quand le JWST a regardé en arrière dans le temps vers le premier milliard d'années de l'univers. Ils s'attendaient à trouver des bébés galaxies, petites, faibles, encore dans les premières étapes de formation. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Quand les premières données du JWST ont commencé à arriver, une équipe d'astronomes du monde entier a commencé à analyser les images. L'équipe comprenait des chercheurs des États-Unis, d'Australie, du Danemark et d'Espagne. Ils examinaient les données du programme SEARS, qui signifie Cosmic Evolution Early Release Science. Le programme se concentrait sur une petite zone du ciel près de la Grande Ourse, une région qui avait été étudiée auparavant par Hubble, mais jamais avec un tel niveau de détail. En examinant les images de près, quelque chose d'étrange a commencé à émerger. Il y avait ces petits points rouges flous dispersés dans les photos. Des points incroyablement brillants pour des objets aussi éloignés. Des points que Hubble n'avait jamais vus. Erika Nelson a été l'une des premières à les remarquer. Elle faisait des allers-retours entre les images de Hubble et les images du JWST de la même région de l'espace. Et soudain, ces objets extrêmement rouges et extrêmement brillants lui ont sauté aux yeux. Des objets qui n'existaient tout simplement pas dans les images de Hubble. Au début, l'équipe a pensé qu'elle avait fait une erreur. Peut-être qu'il y avait un problème avec les données. Peut-être qu'ils avaient mal lu les mesures. Joel Leja, astrophysicien à l'université Penn State, a décrit ce moment parfaitement. Il a dit que sa première pensée avait été qu'ils avaient fait une erreur et qu'ils allaient simplement la trouver et passer à autre chose. Mais malgré de nombreuses tentatives, ils n'ont toujours pas trouvé cette erreur. Plus ils analysaient les données, plus les résultats semblaient impossibles. Ces 6 petits points rouges flous semblaient être des galaxies. Pas n'importe quelle galaxie, des galaxies massives. Des galaxies contenant presque autant d'étoiles que la Voie lactée en compte aujourd'hui. Et elles existaient quand l'univers n'avait que 500 à 700 millions d'années. Laissez cela imprégner votre esprit un instant. La Voie lactée a eu 13,8 milliards d'années pour atteindre sa taille actuelle. Elle contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Et il a fallu tout ce temps, des milliards et des milliards d'années, pour que notre galaxie atteigne ce stade. Mais ces objets nouvellement découverts semblaient avoir accompli la même chose en seulement 500 millions d'années. C'est environ 3% du temps. C'est comme un bébé qui passerait de la naissance à l'âge adulte en une seule année. Joel Leja a résumé la situation en termes sans appel. Il a dit que ces objets étaient bien plus massifs que quiconque ne l'avait prévu, qu'il s'attendait à ne trouver que de minuscules galaxies jeunes et naissantes à ce stade de l'histoire cosmique, mais qu'ils avaient découvert des galaxies aussi matures que la nôtre dans ce qui était auparavant compris
comme l'aube de l'univers. L'équipe a publié ses résultats dans la revue Nature en février 2023, et l'article a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Parce que si ces galaxies étaient réelles, alors presque tout ce que nous pensions comprendre de l'univers primitif était faux. Les scientifiques ont donné à ces objets mystérieux un nom officieux. Ils les ont appelés les briseurs d'univers. Et ils ont choisi ce nom pour une très bonne raison. Selon les JA, ces galaxies sont en conflit avec 99% des modèles de cosmologie. Permettez-moi de répéter cela. 99% de nos modèles mathématiques sur le fonctionnement de l'univers ne peuvent pas expliquer comment ces objets pourraient exister. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les scientifiques ont passé des décennies à construire et à affiner ces modèles. Ils sont basés sur des observations provenant d'innombrables télescopes, de missions satellitaires et d'observatoires au sol. Ils intègrent tout ce que nous savons de la physique, de la relativité générale à la mécanique quantique. Et ils fonctionnent. Ils expliquent avec succès le rayonnement de fond cosmique, la distribution des galaxies à travers l'univers, l'abondance des différents éléments et l'expansion accélérée de l'espace. Mais ces 6 petits points rouges flous ont brisé les modèles. Pas simplement pliés, brisés. Comme Leja l'a formulé, nous avons regardé dans l'univers très primitif pour la première fois et nous n'avions aucune idée de ce que nous allions trouver. Il s'avère que nous avons trouvé quelque chose de si inattendu que cela crée réellement des problèmes pour la science. Cela remet en question toute l'image de la formation des galaxies primitives. Maintenant, avant d'aller plus loin, je dois expliquer quelque chose d'important. Quand les scientifiques disent qu'ils ont trouvé des galaxies datant de 500 millions d'années après le Big Bang, comment le savent-ils réellement? Comment peut-on mesurer l'âge de quelque chose qui est si incroyablement loin? La réponse a à voir avec quelque chose que nous avons déjà abordé, le décalage vers le rouge. Rappelez-vous comment la lumière s'étire en traversant l'espace en expansion. Plus la lumière doit voyager, plus elle est étirée. Et plus elle est étirée, plus elle devient rouge. Donc en mesurant exactement de combien la lumière d'un objet lointain a été décalée vers le rouge, les scientifiques peuvent calculer la distance de cet objet. Et puisque la lumière voyage à une vitesse fixe, connaître la distance vous dit aussi depuis combien de temps la lumière voyage, ce qui vous dit quand la lumière a été émise pour la première fois. C'est comme une horloge cosmique, intégrée à la lumière elle-même. Pour les galaxies briseuses d'univers, les mesures ont montré un décalage vers le rouge extrême. La lumière avait voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Elle avait quitté ces galaxies quand l'univers n'était qu'une petite fraction de son âge actuel. Mais voici le problème. Les mesures de décalage vers le rouge peuvent être délicates, surtout pour des objets aussi lointains. Les résultats initiaux du JWST étaient basés sur la photométrie, qui consiste essentiellement à mesurer la luminosité apparente d'un objet dans différentes couleurs de lumière. C'est un peu comme regarder quelqu'un de loin et essayer de deviner son âge en se basant sur son apparence. Pour être absolument certain, les scientifiques ont besoin de la spectroscopie. C'est là que vous étalez la lumière d'un objet en un arc-en-ciel de couleurs et cherchez des motifs spécifiques. Différents éléments laissent des empreintes distinctives dans la lumière qu'ils émettent. En trouvant ces empreintes, les scientifiques peuvent confirmer exactement la distance d'un objet et même déterminer de quoi il est fait. Au moment de la découverte initiale, l'équipe n'avait pas encore réalisé une spectroscopie complète sur les 6 briseurs d'univers. Ils avaient des preuves solides basées sur la photométrie, mais ils savaient qu'ils avaient besoin de plus de données pour être absolument sûrs. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. À mesure que d'autres scientifiques analysaient les mêmes données et menaient des observations de suivi, ils ont commencé à trouver davantage de ces objets impossibles. Pas seulement 6, des dizaines, puis des centaines. L'univers primitif, il s'avérait, n'était pas le désert stérile de minuscules bébés galaxies que tout le monde attendait. Il était rempli de ces mystérieux points rouges.
Certains d'entre eux se sont effectivement révélés être autre chose que des galaxies. L'un des 6 briseurs d'univers originaux, examiné de plus près, s'est avéré être un quasar. Un quasar est ce que vous obtenez quand un trou noir supermassif se nourrit activement de gaz et de matière, produisant un faisceau d'énergie incroyablement brillant. Les quasars peuvent surpasser en luminosité des galaxies entières, et ils peuvent être facilement confondus avec des galaxies massives si l'on n'y prend pas garde. Mais même en tenant compte des quasars et d'autres sources de confusion, il y avait encore beaucoup trop d'objets massifs dans l'univers primitif. Le problème ne disparaissait pas. Au contraire, il ne faisait que grossir. Et puis les scientifiques ont commencé à remarquer autre chose. Quelque chose qui allait ajouter une couche de mystère entièrement nouvelle au puzzle. Parmi tous ces points rouges dans l'univers ancien, certains étaient différents des autres. Ils étaient plus petits, plus compacts, et ils avaient des propriétés très étranges qui ne correspondaient à aucun type d'objet connu. Les scientifiques ont commencé à appeler ces objets les petits points rouges. C'était un nom informel, mais il est resté. Et ces petits points rouges allaient en s'avérer être l'une des découvertes les plus surprenantes que le JWST ait jamais faites. Entre 2023 et 2025, le JWST a identifié plus de 300 de ces petits points rouges. Ils semblent avoir existé principalement entre 600 millions et 1,6 milliard d'années après le Big Bang. Ils sont extrêmement difficiles à observer, même pour le télescope le plus puissant jamais construit. Comme l'a décrit un chercheur, ils sont aux limites des capacités d'observation du JWST. Quand les scientifiques ont analysé la lumière de ces petits points rouges, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Environ 80% d'entre eux montraient des raies d'émission très larges. Sans entrer trop dans les détails techniques, les raies d'émission sont comme les empreintes digitales dont nous avons parlé plus tôt. Elles vous disent quels éléments sont présents dans un objet et comment ces éléments se comportent. Des raies d'émission larges signifient généralement que la matière émettant la lumière se déplace très rapidement. Et le type de vitesse que les scientifiques observaient dans ces petits points rouges ne pouvait s'expliquer que par une seule chose: des trous noirs supermassifs. Voici ce que cela signifie. Ces petits objets compacts semblent avoir d'énormes trous noirs en leur centre. Des trous noirs qui se nourrissent activement du gaz et de la matière environnant. Des trous noirs qui sont des millions de fois plus massifs que notre Soleil. Mais cela crée un autre problème impossible. Parce que selon notre compréhension de la formation des trous noirs, il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour que des trous noirs aussi massifs existent si tôt dans l'histoire de l'univers. Laissez-moi vous expliquer. Les trous noirs normaux se forment quand des étoiles massives meurent. Une étoile doit vivre toute sa vie, brûlant son combustible nucléaire pendant des millions, voire des milliards d'années, avant de pouvoir s'effondrer en trou noir. Et ce trou noir commence relativement petit. Pour devenir un trou noir supermassif de plusieurs millions de masses solaires, il doit se nourrir progressivement de gaz et de matière sur des périodes extrêmement longues. Il existe une limite de vitesse à laquelle un trou noir peut croître. On l'appelle la limite d'Eddington. Quand un trou noir se nourrit trop agressivement, l'énergie qu'il libère repousse le matériel même qu'il essaie de consommer. C'est comme essayer de boire à une lance à incendie. La pression de l'eau vous repousse avant que vous puissiez avaler quoi que ce soit. Donc, selon la physique standard, il n'y avait aucun moyen pour que des trous noirs atteignent des tailles supermassives en seulement quelques centaines de millions d'années. L'univers n'était pas assez vieux. Les calculs ne fonctionnaient tout simplement pas. Et pourtant, ils étaient bien là. Des petits points rouges avec des trous noirs massifs existant à une époque où ces trous noirs auraient dû être impossibles. Quelque chose allait très, très mal dans notre compréhension de l'univers primitif. Les scientifiques ont commencé à appeler cela le problème des trous noirs impossibles, et cela a ajouté une toute nouvelle dimension au mystère. Les galaxies briseuses d'univers remettaient déjà en question nos modèles. Maintenant, les petits points rouges nous montraient
que non seulement les galaxies, mais aussi les trous noirs avaient grandi beaucoup plus vite que la physique ne le prévoyait. C'était comme si l'univers primitif fonctionnait selon des règles différentes. Des règles que nous ne comprenions pas. Alors qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ces galaxies massives et ces trous noirs supermassifs peuvent-ils exister quand nos meilleures théories disent qu'ils ne le devraient pas? Les scientifiques travaillent jour et nuit pour résoudre cette énigme, et ils ont proposé plusieurs explications possibles. La première possibilité est que nous nous sommes trompés sur l'efficacité de la formation des étoiles. Dans l'univers moderne, la formation stellaire est en réalité assez inefficace. Quand un nuage de gaz s'effondre pour former de nouvelles étoiles, seuls 10 à 20% du gaz se transforme réellement en étoiles. Le reste est soufflé par la pression du rayonnement, les vents stellaires et les explosions de supernovas. Mais que se passerait-il si l'univers primitif était différent? Si les conditions durant ces premières centaines de millions d'années permettaient une formation stellaire beaucoup plus efficace? Certains scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent des modèles sans rétroaction. L'idée est que dans l'univers très primitif, avant qu'il n'y ait beaucoup d'éléments lourds et avant que les processus de rétroaction ne se soient pleinement développés, le gaz aurait pu se convertir en étoile beaucoup plus rapidement. Au lieu de 10 ou 20% d'efficacité, peut-être 50%, 80% ou même plus. Si les galaxies primitives pouvaient convertir presque tout leur gaz en étoiles, elles auraient pu croître beaucoup plus vite que ne le prédisent nos modèles. Cela ne nécessiterait pas de nouvelles physiques. Cela signifierait simplement que les conditions dans l'univers primitif étaient de plus favorables à une formation stellaire rapide que nous ne le réalisions. La deuxième possibilité concerne les trous noirs supermassifs. En 2024, une équipe dirigée par Joseph Silk, un célèbre cosmologiste de l'université Johns Hopkins, a proposé une idée radicale. Et si les trous noirs supermassifs n'étaient pas venus après les galaxies, mais avant elles? Dans le tableau standard, les galaxies se forment d'abord et ensuite les trous noirs croissent progressivement en leur centre. Mais Silk et ses collègues ont suggéré que c'était peut-être l'inverse, que peut-être des trous noirs massifs se sont formés très tôt, peut-être par des processus exotiques que nous ne comprenons pas encore pleinement, et que ces trous noirs ont en fait aidé à créer des galaxies autour d'eux. Voici comment cela fonctionnerait. Quand un trou noir se nourrit de gaz, il n'avale pas tout silencieusement. Il libère des quantités colossales d'énergie sous forme de jets et de flux sortants. Cette énergie peut en fait comprimer les nuages de gaz voisins, les déclenchant à s'effondrer et à former des étoiles. Donc, au lieu que les trous noirs grandissent lentement à l'intérieur de galaxies existantes, peut-être que les trous noirs étaient là en premier, agissant comme des usines cosmiques qui ont dirigé la formation rapide d'étoiles et de galaxies autour d'eux. Cette théorie est encore controversée, mais elle expliquerait pourquoi nous voyons des trous noirs aussi massifs et des galaxies aussi massives si tôt dans l'univers. Ils ont grandi ensemble, se nourrissant l'un de l'autre dans un processus qui était beaucoup plus rapide que ce que nous voyons dans l'univers d'aujourd'hui. La troisième possibilité est encore plus exotique. Elle implique quelque chose appelé les trous noirs primordiaux. La plupart des trous noirs se forment à partir d'étoiles mourantes. Mais il pourrait exister un autre type de trou noir qui s'est formé d'une manière complètement différente, dans les tout premiers instants après le Big Bang lui-même. Dans l'univers très primitif, quelques fractions de secondes seulement après le Big Bang, l'espace était rempli de matière chaude et dense. À certains endroits, cette matière aurait pu être tellement comprimée qu'elle s'est effondrée directement en trous noirs sans jamais former d'étoiles au préalable. Ces trous noirs primordiaux auraient pu avoir n'importe quelle taille, du microscopique au massif. Et s'ils existaient, ils auraient été présents dès le tout début des temps. Ils n'auraient pas eu besoin de millions ou de milliards d'années pour se former comme les trous noirs ordinaires. Certains scientifiques ont suggéré que les trous noirs primordiaux auraient pu servir de graines autour desquelles les premières galaxies se sont formées.
Au lieu d'attendre que les halos de matière noire accumulent lentement de la masse, les galaxies auraient pu se nucléer rapidement autour de ces trous noirs préexistants. Si cette théorie est correcte, elle résoudrait beaucoup de problèmes. Elle expliquerait d'où viennent les trous noirs supermassifs. Elle expliquerait pourquoi les galaxies ont grandi si rapidement. Et elle correspondrait à ce que le JWST observe réellement dans l'univers primitif. Mais il y a un hic. Nous n'avons aucune preuve directe que les trous noirs primordiaux existent. Ils sont purement théoriques à ce stade. Trouver la preuve de leur existence serait une découverte digne du prix Nobel. La quatrième possibilité est que certains de ce que le JWST observe ne sont pas réellement des galaxies. Rappelez-vous, quand vous regardez des objets à 13 milliards d'années-lumière, vous ne voyez pas des images nettes et claires. Vous voyez des taches floues, des traînées de lumière. Et interpréter ces traînées nécessite de faire des suppositions sur ce que vous regardez. Et si certains de ces briseurs d'univers n'étaient pas des galaxies massives, pleines d'étoiles? Et s'ils étaient quelque chose d'entièrement différent? Une alternative est qu'ils pourraient être des quasars, les régions extrêmement brillantes autour de trous noirs supermassifs en train de se nourrir. Les quasars peuvent être si lumineux qu'ils surpassent leur galaxie haute tout entière. Si vous regardez un quasar à 13 milliards d'années-lumière de distance, vous pourriez le confondre avec une galaxie massive, alors qu'il n'est en réalité qu'un trou noir incroyablement brillant. Une autre alternative est quelque chose que les scientifiques ont récemment commencé à appeler des étoiles à trous noirs. C'est un concept complètement nouveau qui a émergé de l'analyse des petits points rouges. En 2024, des chercheurs étudiant un petit point rouge extrêmement inhabituel surnommé la falaise ont proposé que ces objets pourraient représenter une classe d'objets cosmiques jamais vus auparavant. Ils suggèrent que ce pourraient être des trous noirs supermassifs qui se nourrissent si rapidement et si intensément qu'ils illuminent le cocon dense de gaz qui les entoure. Le gaz autour du trou noir brillerait comme une étoile, faisant paraître l'objet entier beaucoup plus massif qu'il ne l'est réellement. Si les étoiles à trous noirs sont réelles, elles pourraient expliquer beaucoup de ce que le JWST observe. Elles ne nécessiteraient pas des quantités impossibles d'étoiles ou des quantités impossibles de masse. Elles seraient simplement un nouveau phénomène que nous n'avons jamais observé auparavant, parce qu'aucun télescope n'était assez puissant pour les voir jusqu'à maintenant. La cinquième et la plus troublante possibilité est qu'il pourrait y avoir quelque chose de fondamentalement erroné dans nos modèles de cosmologie. Le modèle lambda CDM a connu un succès incroyable pour expliquer l'univers, mais il est basé sur des hypothèses. Des hypothèses sur le comportement de la matière noire, des hypothèses sur le fonctionnement de l'énergie noire, des hypothèses sur les conditions initiales de l'univers. Et si certaines de ces hypothèses étaient fausses? Et si le Big Bang ne s'était pas produit exactement comme nous le pensons? Et si l'univers était plus vieux que ce que nous croyons? Et s'il existait des forces et des processus à l'œuvre que nous n'avons pas encore découverts? Si les galaxies briseuses d'univers ne peuvent être expliquées par aucune modification de nos modèles existants, alors nous devrons peut-être envisager des possibilités plus radicales. Nous devrons peut-être repenser certains des principes les plus fondamentaux de la cosmologie. C'est l'option que les scientifiques trouvent la plus troublante parce qu'elle signifierait que des décennies de travail devraient peut-être être révisées. Mais c'est aussi l'option qui pourrait mener aux plus grandes avancées. Les révolutions scientifiques se produisent quand les théories existantes échouent à expliquer de nouvelles observations. Et en ce moment, nos théories peinent. Alors quelle explication est la bonne? La réponse honnête est que nous ne savons pas encore. Et c'est en fait une bonne chose. La science prospère grâce au mystère. Elle avance quand les observations défient les théories existantes et nous forcent à penser de nouvelles manières. Ce que nous savons, c'est que l'univers primitif n'était pas ce que nous attendions. Il était plus étrange, plus actif et plus dynamique que nos modèles ne le prédisaient. Des galaxies massives se sont formées plus vite qu'elles n'auraient dû. Des trous noirs supermassifs
sont apparus quand ils n'auraient pas dû exister. Et toute l'image de l'évolution cosmique est maintenant remise en question. Mais c'est ici que je veux changer le ton de cette histoire. Parce que ce que nous avons discuté jusqu'ici pourrait ressembler à une crise. On pourrait croire que le James Webb a brisé l'astronomie et laissé les scientifiques en train de ramasser les morceaux. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Oui, les découvertes sont surprenantes. Oui, elles remettent en question les modèles existants. Mais les scientifiques ne paniquent pas. Ils sont enthousiastes. Pensez à ce que signifie découvrir quelque chose de véritablement inattendu. Cela signifie qu'il y a plus à apprendre. Cela signifie qu'il y a de nouvelles frontières à explorer. Cela signifie que l'univers est plus intéressant et plus mystérieux que nous ne le pensions. Erika Nelson a parfaitement capturé cela quand elle a dit que les découvertes les plus excitantes sont définitivement celles que l'on n'attend pas. Elle n'a pas dit les plus troublantes ou les plus inquiétantes. Elle a dit les plus excitantes. Quand les scientifiques trouvent quelque chose qui ne rentre pas dans leur modèle, ils ne lèvent pas les bras de désespoir. Ils se mettent au travail. Ils collectent plus de données. Ils développent de nouvelles théories. Ils testent ces théories contre les observations. Et lentement, étape par étape, ils construisent une meilleure compréhension de l'univers. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les briseurs d'univers et les petits points rouges. Depuis les découvertes initiales en 2023, les scientifiques mènent des observations de suivi. Ils utilisent les spectrographes du JWST pour obtenir des mesures détaillées de ces objets mystérieux. Ils comparent les données du JWST avec les observations d'autres télescopes. Et ils font tourner de nouvelles simulations informatiques pour voir si des versions modifiées des modèles existants peuvent expliquer ce qu'ils voient. En 2024, une équipe de chercheurs a utilisé des données provenant à la fois de Hubble et du JWST pour recouper les résultats. Ils ont examiné des galaxies de la même époque de l'univers que les deux télescopes pouvaient observer. Et ce qu'ils ont trouvé était encourageant. Les données de Hubble suggéraient que la quantité de matière noire et la structure globale de l'univers primitif correspondaient à peu près à ce que les modèles prédisaient. Le problème ne venait pas de la cosmologie dans son ensemble. Le problème semblait être plus spécifique à la façon dont les galaxies et les trous noirs se sont formés au sein de cette structure. C'est une distinction importante. Cela signifie que nous n'avons probablement pas besoin de jeter tout ce que nous savons de l'univers. Nous avons juste besoin d'affiner notre compréhension de certains processus. Nous avons besoin de meilleurs modèles pour la formation des étoiles dans l'univers primitif. Nous avons besoin de meilleurs modèles pour comprendre comment les trous noirs ont grandi si vite. Nous devons prendre en compte des conditions et des phénomènes que nous n'avions pas considérés auparavant. Comme l'a dit un scientifique, pour l'instant, tout semble pouvoir encore être expliqué avec notre modèle cosmologique et notre compréhension du moment du Big Bang. Il faut juste un peu de réglage fin. Le réglage fin est une expression beaucoup moins effrayante que briser la cosmologie. Cela suggère que nous sommes sur la bonne voie. Simplement, certains détails ont besoin d'être ajustés. C'est normal en science. C'est ainsi que le progrès fonctionne. Permettez-moi de vous donner une analogie. Imaginez que vous avez une carte de Paris, mais que vous n'y avez jamais mis les pieds. La carte montre les grands boulevards, les monuments, la disposition générale. Quand vous visitez réellement la ville, vous pourriez découvrir que certaines ruelles sont dans des positions légèrement différentes de ce que la carte montre. Vous pourriez découvrir des passages et des raccourcis qui ne figurent pas du tout sur la carte. Vous pourriez constater que certains bâtiments ont été démolis et de nouveaux ont été construits. Est-ce que cela rend la carte inutile? Non. La carte vous donne toujours la vue d'ensemble. Les grands boulevards sont toujours là où ils devraient être. Les monuments sont toujours précis. Vous avez juste besoin de mettre à jour les détails au fur et à mesure que vous en apprenez davantage. C'est ce qui se passe avec notre modèle de l'univers. La vue d'ensemble est probablement encore correcte. Le Big Bang a eu lieu. L'univers s'est étendu et refroidi.
les galaxies se sont formées à l'intérieur des halos de matière noire. Tout cela est presque certainement vrai. Nous avons juste besoin de mettre à jour notre compréhension de certains détails, en particulier quand il s'agit de l'univers très primitif. Et le JWST nous donne les informations dont nous avons besoin pour effectuer ces mises à jour. Chaque nouvelle observation fournit une autre pièce du puzzle. Chaque spectre révèle davantage sur la composition de ces objets mystérieux et sur leur comportement. Chaque analyse nous rapproche de la compréhension de ce qui s'est réellement passé durant le premier milliard d'années de l'histoire cosmique. Il y a aussi quelque chose de philosophiquement profond dans tout cela. Nous n'apprenons pas seulement sur des galaxies lointaines. Nous apprenons sur nos propres origines. Tout ce qui existe aujourd'hui, y compris vous et moi, est fait d'atomes qui ont été forgés dans le cœur des étoiles. Ces étoiles sont nées dans des galaxies. Ces galaxies se sont formées dans l'univers primitif à travers des processus que nous commençons seulement à comprendre. Quand nous regardons les briseurs d'univers et les petits points rouges, nous regardons les pouponnières cosmiques où les premières générations d'étoiles sont nées. Ces étoiles ont créé les éléments qui allaient finalement devenir des planètes, des océans et des êtres vivants. Dans un sens très réel, nous regardons nos propres ancêtres lointains. Comprendre l'univers primitif n'est pas simplement un exercice scientifique abstrait. C'est une quête pour comprendre d'où nous venons et comment les matières premières de la vie ont été créées. Le JWST a ouvert une fenêtre sur ce passé lointain qui n'était jamais possible auparavant. Et ce que nous voyons à travers cette fenêtre nous met au défi de penser plus grand, de remettre en question nos présomptions et de repousser les limites de la connaissance humaine. L'univers, il s'avère, ne nous doit pas d'explication. Il n'a pas à rentrer proprement dans nos modèles et théories. Il est simplement ce qu'il est. Et notre travail en tant qu'être curieux, essayant de comprendre notre place dans le cosmos, est d'observer, d'apprendre et d'adapter notre compréhension en conséquence. Les briseurs d'univers ne brisent pas l'univers. Ils brisent nos préconceptions sur l'univers. Et c'est une chose très différente. Joel Leja a dit quelque chose qui, je pense, capture l'esprit de toute cette aventure. Il a dit qu'ils avaient trouvé quelque chose à quoi ils n'avaient jamais pensé demander à l'univers, et que cela s'était produit bien plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. Mais qu'ils en étaient là. Nous en sommes là, en effet, debout au bord d'une nouvelle ère en cosmologie, regardant en arrière à travers 13 milliards d'années d'histoire cosmique, voyant des choses qu'aucun œil humain n'a jamais vues, et posant des questions qui pourraient remodeler notre compréhension de tout. C'est la beauté de la science. Elle ne finit jamais. Il y a toujours une autre découverte à faire, un autre mystère à résoudre, une autre frontière à explorer. Et en ce moment, le télescope spatial James Webb nous mène en territoire que personne n'imaginait atteindre si vite. Les petits points rouges, les briseurs d'univers, les trous noirs impossibles, ce ne sont pas des problèmes à craindre. Ce sont des opportunités à saisir. Ce sont des invitations à apprendre quelque chose de nouveau sur le cosmos et sur nous-mêmes. Alors que se passe-t-il ensuite? En ce moment, les scientifiques continuent d'étudier ces objets mystérieux. Plus d'observations sont faites. Plus de données sont analysées. De nouvelles théories sont développées et testées. Le processus scientifique avance comme il le fait toujours, révélant lentement la vérité sur notre univers. Dans les années à venir, nous en apprendrons davantage sur la question de savoir si les briseurs d'univers sont vraiment aussi massifs qu'ils le paraissent, ou si certains d'entre eux sont des quasars ou d'autres objets se faisant passer pour des galaxies. Nous en apprendrons davantage sur les petits points rouges et sur la question de savoir s'ils contiennent vraiment des trous noirs supermassifs, formés impossiblement vite. Nous apprendrons si les trous noirs primordiaux existent et s'ils ont joué un rôle dans la formation de l'univers primitif. Et nous apprendrons des choses que personne n'a prédites. C'est la nature de l'exploration. Quand vous vous aventurez en territoire inconnu, vous ne savez jamais ce que vous trouverez. Et c'est la partie la plus excitante de toutes. L'univers est vaste, au-delà de la compréhension.
Il contient des merveilles que nous n'avons pas encore imaginées. Et pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons un télescope assez puissant pour révéler certaines de ces merveilles. Ce que le télescope spatial James Webb nous a montré, c'est que le cosmos est plus étrange et plus fascinant que nous ne l'avions jamais su. L'univers primitif n'était pas un endroit calme et simple, où de bébés galaxies grandissaient lentement pendant des milliards d'années. C'était un environnement dynamique et actif, où des structures massives se sont formées avec une vitesse stupéfiante. Comment cela s'est produit est encore un mystère. Mais les mystères sont ce qui fait avancer la science. Ce sont eux qui gardent les chercheurs éveillés tard dans la nuit, analysant des données et développant des théories. Ce sont eux qui inspirent la prochaine génération d'astronomes et de physiciens. Quelque part, dans une salle de classe à Lyon, dans un jardin de banlieue parisienne ou dans une chambre d'adolescent à Toulouse, un jeune regarde les étoiles et se demande comment tout a commencé. Et les découvertes faites en ce moment par le JWST pourrait être l'étincelle qui allume sa curiosité et le met sur le chemin pour devenir le scientifique qui résoudra finalement le puzzle. C'est ainsi que fonctionne la science. Chaque génération construit sur le travail de ceux qui l'ont précédé. Chaque découverte ouvre de nouvelles portes et soulève de nouvelles questions. Et lentement, pièce par pièce, nous assemblons une image de l'univers qui est toujours plus complète et toujours plus belle. Les briseurs d'univers nous rappellent qu'il y a encore tant que nous ne savons pas. Ils nous rendent humbles. Ils nous défient. Et ils nous inspirent à continuer de regarder, de questionner et de repousser les limites de ce qui est possible. Quand Erika Nelson a vu pour la première fois ces petits points rouges flous dans les images du JWST, elle a appelé sa compagne et lui a dit que c'était peut-être la lumière stellaire la plus lointaine jamais observée. Pensez à l'émerveillement de ce moment, le frisson de la découverte, la réalisation que vous voyez quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu. C'est ce qui rend l'astronomie si spéciale. Elle nous connecte à l'infini. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Et elle nous montre que même après des millénaires à observer le ciel, il y a encore des surprises qui attendent d'être trouvées. Le télescope spatial James Webb nous a fait un cadeau. Il nous a montré l'univers comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. Il a remis en question nos théories et élargi nos horizons. Il a prouvé une fois de plus que le cosmos est plus étrange et plus merveilleux que nous n'aurions pu l'imaginer. Et il nous a rappelé une vérité fondamentale. Nous sommes des explorateurs. C'est dans notre nature de chercher l'inconnu, de poser des questions et de repousser les limites de notre compréhension. L'univers est peut-être plein de mystères, mais les mystères ne sont que des opportunités qui attendent d'être saisies. Les briseurs d'univers existent. Ils sont réels et ils nous enseignent quelque chose d'important sur le cosmos que nous appelons notre foyer. Qu'ils s'avèrent être des galaxies massives formées par des processus que nous ne comprenons pas encore, ou des quasars alimentés par des trous noirs qui ont grandi impossiblement vite, ou quelque chose d'entièrement différent que personne n'a imaginé, ils élargissent nos connaissances et remettent en question nos hypothèses. Et c'est exactement ce que la science est censée faire. Alors la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, souvenez-vous de ce qui se trouve là-haut. Souvenez-vous que la lumière qui atteint vos yeux a voyagé pendant des années, des siècles, même des millénaires avant d'arriver à cet instant. Souvenez-vous que derrière cette lumière se trouvent des histoires d'évolution cosmique, s'étirant sur presque 14 milliards d'années. Et souvenez-vous que quelque part là-bas, dans les profondeurs de l'univers ancien, des objets existent qui ne devraient pas être possibles. Des objets qui nous forcent à réécrire les manuels et à repenser tout ce que nous pensions savoir. L'univers n'est pas brisé. Notre compréhension de celui-ci est simplement en train d'être mise à jour. Et c'est une période très excitante pour être en vie. Maintenant, allons plus loin dans cette histoire, car ce que nous avons couvert jusqu'ici n'est que le début. Il y a des couches à ce mystère qui le rendent encore plus fascinant. Revenons au tout début.
Pas le début de l'histoire des briseurs d'univers, mais le début de tout. Le Big Bang lui-même. Il y a presque 14 milliards d'années, tout ce qui existe aujourd'hui était comprimé en un point plus petit qu'un atome. Toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et le temps eux-mêmes. Tout était là, empaqueté dans une singularité incroyablement chaude et dense. Et puis, cela a explosé. En fait, exploser n'est pas tout à fait le bon mot. Ce n'était pas une explosion au sens normal, comme une bombe éclatant dans un espace vide. Il n'y avait pas d'espace vide pour exploser dedans. L'espace lui-même a été créé à ce moment. Le Big Bang a été la naissance de l'espace et du temps ensemble. Dans la toute première fraction de seconde, l'univers a traversé une période appelée inflation. Il s'est étendu plus vite que la vitesse de la lumière, doublant de taille encore et encore en un temps incroyablement court. Quand l'inflation s'est terminée, l'univers était passé de quelque chose de plus petit qu'un proton à quelque chose de plus grand que l'univers observable d'aujourd'hui. Après l'inflation, l'univers était rempli d'une soupe chaude et dense de particules et d'énergie. Il faisait si chaud que les atomes ne pouvaient pas exister. Les électrons et les protons rebondissaient librement, interagissant constamment avec les photons de lumière. L'univers était opaque, comme un brouillard épais que la lumière ne pouvait pas traverser. Mais à mesure que l'univers s'étendait, il refroidissait. Et environ 380 000 ans après le Big Bang, quelque chose de remarquable s'est produit. La température a chuté à environ 3000 degrés, suffisamment froid pour que les premiers atomes stables se forment. Les électrons se sont finalement liés aux protons pour créer des atomes d'hydrogène. Ce moment s'appelle la recombinaison, et il a tout changé. Une fois les atomes formés, les photons pouvaient enfin voyager librement à travers l'espace. Le brouillard s'est levé. L'univers est devenu transparent pour la première fois. Ces photons voyagent encore aujourd'hui. Nous pouvons les détecter avec des instruments spéciaux et nous les appelons le rayonnement de fond diffus cosmologique, ou CMB en abrégé. C'est la lumière la plus ancienne de l'univers. Un instantané de ce à quoi ressemblait le cosmos quand il n'avait que 380 000 ans. Les scientifiques ont étudié le CMB de manière approfondie. Ils l'ont cartographié à travers tout le ciel, mesurant sa température dans toutes les directions. Et ce qu'ils ont trouvé est remarquable. Le CMB est presque parfaitement uniforme. Peu importe où vous regardez, il a presque exactement la même température, environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais pas parfaitement uniforme. Il y a de minuscules fluctuations, des variations d'environ une partie sur 100 000. Ces fluctuations sont incroyablement importantes. Elles représentent de légères différences de densité dans l'univers primitif. Des endroits où la matière était juste un tout petit peu plus concentrée que la moyenne. Ces minuscules fluctuations sont les graines de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les régions légèrement plus denses avaient une gravité légèrement plus forte, qui a attiré plus de matière au fil du temps. Finalement, ces régions se sont effondrées pour former les premières étoiles et galaxies. C'est l'une des choses les plus belles de toute la science. Les galaxies que nous voyons aujourd'hui, y compris notre propre Voie lactée, ont grandi à partir de fluctuations qui étaient imprimées dans le rayonnement de fond cosmologique il y a des milliards d'années. Et voici où les briseurs d'univers deviennent encore plus déroutants. Le CMB nous donne une image très détaillée de ce qu'était l'univers primitif. Il nous dit combien il y avait de matière noire, combien de matière ordinaire et comment ces fluctuations étaient distribuées. Et quand les scientifiques utilisent ces informations pour faire tourner des simulations informatiques de l'évolution de l'univers, ils obtiennent des résultats qui correspondent remarquablement bien à ce que nous voyons aujourd'hui. Les simulations montrent la matière noire s'agglutinant lentement en halos. Elles montrent la matière ordinaire tombant dans ces halos et formant progressivement des étoiles. Elles montrent de petites galaxies fusionnant pour en former de plus grandes au fil de milliards d'années. Les simulations correspondent à l'univers réel presque parfaitement, sauf pour ce premier milliard d'années, quand le JWST
À regarder en arrière vers cette époque primitive, il a trouvé des choses que les simulations n'avaient pas prédites. Des galaxies massives, là où il n'aurait dû y avoir que de petites. Des trous noirs supermassifs, là où il n'aurait dû y en avoir aucun. Un univers bien plus développé que nos modèles ne le disait. C'est comme avoir une prévision météo qui prédit parfaitement le temps d'aujourd'hui, de demain et de la semaine prochaine, mais qui échoue complètement à prédire ce qui s'est passé hier. Les modèles fonctionnent très bien pour la majeure partie de l'histoire cosmique, mais ils semblent s'effondrer au tout début. C'est profondément déroutant. Cela suggère que quelque chose s'est produit dans ces premières centaines de millions d'années que nous ne comprenons pas. Un processus ou une condition qui a permis aux galaxies et aux trous noirs de se former beaucoup plus vite que nos modèles ne le prédisent. Parlons de ce qui pourrait avoir été différent dans l'univers primitif. Une grande différence est la composition de la matière. Dans l'univers d'aujourd'hui, les étoiles sont faites d'un mélange d'éléments. L'hydrogène et l'hélium sont les plus courants. Mais il y a aussi des quantités significatives d'éléments plus lourds comme le carbone, l'oxygène, l'azote et le fer. Ces éléments plus lourds sont appelés métaux en astronomie, même si certains ne sont pas des métaux au sens chimique. Les métaux sont importants pour la formation stellaire. Ils aident les nuages de gaz à se refroidir, ce qui leur permet de s'effondrer plus facilement. Mais dans l'univers primitif, il n'y avait pas de métaux. Le Big Bang n'a produit que de l'hydrogène, de l'hélium et de minuscules quantités de lithium. Les toutes premières étoiles, celles formées à partir d'hydrogène et d'hélium pur, devaient être différentes des étoiles que nous voyons aujourd'hui. Sans métaux pour aider le gaz à refroidir, ces étoiles primordiales ne pouvaient se former que dans certaines conditions. Et les étoiles qui se sont formées étaient probablement massives. Vraiment massives. Des centaines de fois la masse de notre Soleil. Des étoiles aussi grosses ne vivent pas longtemps. Elles brûlent leur combustible nucléaire en quelques millions d'années seulement, comparé aux milliards d'années que des étoiles plus petites comme notre Soleil peuvent durer. Et quand elles meurent, elles ne partent pas discrètement. Elles explosent en supernovas, parmi les événements les plus violents de l'univers. Ces supernovas primitives étaient cruciales. C'étaient les forges où les premiers éléments lourds ont été créés. Le carbone, l'oxygène, le fer, l'or. Tous ces éléments sont nés dans l'inferno nucléaire d'étoiles primordiales mourantes. Et quand ces étoiles ont explosé, elles ont dispersé leurs éléments nouvellement créés à travers l'espace. Ce processus d'enrichissement prend du temps. Vous avez besoin de plusieurs générations d'étoiles qui vivent et meurent avant que l'univers n'accumule des quantités significatives de métaux. Et cela signifie que l'univers très primitif, durant ces premières centaines de millions d'années, était presque entièrement dépourvu de métaux. Les scientifiques appellent cela l'époque des premières étoiles, ou parfois l'aube cosmique. C'est l'une des périodes les plus mystérieuses de l'histoire cosmique parce que nous n'avons jamais pu l'observer directement. Jusqu'au JIWST. Le JIWST a été spécifiquement conçu pour observer l'aube cosmique. Ces capteurs infrarouges sont réglés pour détecter la lumière de l'époque où les premières étoiles et galaxies se formaient. Et ce qu'ils découvrent remet en question nos hypothèses sur ce à quoi ressemblait cette époque. Si les premières étoiles étaient vraiment massives et avaient une durée de vie courte, elles auraient dû passer par plusieurs générations très rapidement. Chaque génération aurait enrichi le gaz environnant en métaux. Cela aurait pu accélérer la formation d'étoiles plus petites et plus normales. Il est aussi possible que les premières étoiles aient été encore plus massives que ce que nous pensions. Il existe un type théorique d'étoiles appelé étoiles supermassives qui pourraient être des milliers, voire des dizaines de milliers de fois la masse de notre Soleil. Quand une étoile supermassive meurt, elle pourrait ne pas exploser en supernova. Au lieu de cela, elle pourrait s'effondrer directement en un trou noir sans éjecter beaucoup de matière. C'est ce qu'on appelle un trou noir par effondrement direct. Et cela pourrait fournir un raccourci pour créer des trous noirs massifs sans avoir à les faire croître lentement au fil du temps.
Si des étoiles supermassives primitives se sont effondrées en trous noirs avec des masses de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de masses solaires, ces trous noirs auraient eu une longueur d'avance considérable. Ils n'auraient pas eu besoin de grandir à partir de petits trous noirs stellaires à travers des milliards d'années de nourrissage. Ils auraient déjà été massifs dès le moment de leur formation. C'est l'une des explications possibles pour les trous noirs impossibles que le JWST découvre. Peut-être qu'ils n'ont pas grandi à partir de petites graines. Peut-être qu'ils sont nés grands. Parlons maintenant de ce que tout cela signifie pour l'avenir de la cosmologie. Nous vivons un âge d'or de l'astronomie observationnelle. Le JWST n'est qu'un des nombreux instruments puissants qui transforment notre vision de l'univers. Des télescopes au sol avec optique adaptative peuvent maintenant atteindre une résolution remarquable. Des radiotélescopes couvrant des continents peuvent imager des trous noirs au centre des galaxies. Des détecteurs d'ondes gravitationnelles peuvent entendre les ondulations de l'espace-temps produites par des trous noirs et des étoiles à neutrons en collision. Chacun de ces outils fournit une fenêtre différente sur le cosmos. Ensemble, ils nous donnent une vision multidimensionnelle qui était inimaginable il y a quelques décennies. À l'avenir, des instruments encore plus puissants se profilent à l'horizon. Le Extremely Large Telescope européen, actuellement en construction au Chili, aura un miroir primaire de 39 mètres de diamètre. C'est plus de 5 fois plus grand que n'importe quel télescope optique existant. Il sera capable d'imager des galaxies lointaines avec un détail sans précédent. Le Square Kilometre Array, un radiotélescope en construction en Afrique du Sud et en Australie, sera l'instrument radio le plus sensible jamais construit. Il cartographiera la distribution de l'hydrogène gazeux à travers l'univers, y compris pendant l'époque de la rayonisation. Le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu dans les prochaines années, couvrira des zones du ciel beaucoup plus vastes que le JWST. Bien qu'il ne verra pas aussi faiblement que le JWST, il observera beaucoup plus d'objets, fournissant une puissance statistique que le JWST ne peut pas égaler. Tous ces instruments contribueront à notre compréhension de l'univers primitif. Les mystères découverts par le JWST seront explorés avec toujours plus de détails et de nouveaux mystères émergeront sans aucun doute. Permettez-moi de prendre un moment pour apprécier l'histoire humaine derrière tout cela. Le télescope spatial James Webb a été des décennies en préparation. Il a été proposé dans les années 90 et sa construction a commencé au début des années 2000. Des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens ont travaillé sur le projet pendant plus de 20 ans. Il y a eu des revers en cours de route, des problèmes techniques, des dépassements de budget, des retards de calendrier. Par moments, il semblait que le télescope ne serait jamais terminé. Mais les équipes ont persévéré. Elles ont résolu problème après problème. Elles ont testé et retesté chaque composant. Elles ont développé de nouvelles technologies qui n'existaient pas quand le projet a commencé. Et le jour de Noël 2021, leur travail a porté ses fruits. Le JWST a été lancé depuis la Guyane française sur une fusée Ariane 5, commençant son voyage vers un point dans l'espace à 1 600 000 km de la Terre. Le lancement a été parfait. Le déploiement des structures complexes du télescope s'est déroulé sans accroc. En quelques mois, le JWST produisait des données scientifiques qui dépassaient les attentes. Les gens qui ont construit le JWST ne savaient pas ce qu'il allait trouver. Ils savaient qu'il verrait plus loin et plus clairement que n'importe quel télescope avant lui. Mais ils ne pouvaient pas avoir prévu les briseurs d'univers, les petits points rouges ou les autres surprises qui ont émergé. C'est la nature de l'exploration. Vous construisez les meilleurs outils possibles. Vous les envoyez dans l'inconnu. Et vous attendez de voir ce qui revient. Les briseurs d'univers sont un témoignage de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. Ils existent parce que nous voulions en savoir plus sur le cosmos que ce que nous pouvions apprendre depuis le sol. Nous avons construit une machine incroyable.
Nous l'avons envoyée dans l'espace et elle nous a montré des choses que nous n'avions jamais imaginées. Quelque part dans l'univers, il y a 13 milliards d'années, des étoiles se formaient dans des galaxies naissantes. Ces étoiles ont vécu leurs brèves existences et sont mortes dans des explosions spectaculaires. Leurs morts ont dispersé des éléments lourds dans l'espace, ensemençant le cosmos avec les matières premières pour les planètes et la vie. Des milliards d'années plus tard, certains de ces atomes se sont retrouvés dans un nuage de gaz qui s'est effondré pour former notre Soleil et notre système solaire. Ils sont devenus partie de la Terre, partie des océans, partie des êtres vivants qui ont émergé des mers primordiales. Et finalement, certains de ces atomes sont devenus partie de vous. Le carbone dans vos cellules, l'oxygène dans votre sang, le fer dans votre hémoglobine. Tout cela a été forgé dans des étoiles il y a longtemps et très loin d'ici. Quand vous regardez les images des briseurs d'univers, vous regardez vos ancêtres dans un sens très réel. Ces galaxies anciennes ont aidé à créer les conditions qui ont rendu votre existence possible. Vous êtes connecté à elles à travers des milliards d'années et des milliards d'années-lumière. Comprendre l'univers primitif n'est pas simplement un exercice académique. C'est une façon de nous comprendre nous-mêmes. C'est une façon de savoir d'où nous venons et ce qui nous a rendus possibles. L'univers a donné naissance aux galaxies. Les galaxies ont donné naissance aux étoiles. Les étoiles ont donné naissance aux planètes. Et sur au moins une planète, la vie est apparue et a évolué jusqu'à pouvoir regarder en arrière vers l'univers et s'interroger sur ses propres origines. C'est l'histoire que nous essayons de raconter. C'est ce que les briseurs d'univers nous aident à comprendre. Alors, continuez à regarder vers le haut, continuez à vous émerveiller, continuez à poser des questions. L'univers a plus de secrets à révéler et vous faites partie de la grande histoire de la découverte cosmique. Mais avant de conclure, laissez-moi vous emmener encore plus loin dans ce mystère cosmique. Il y a des aspects de cette histoire qui méritent davantage d'attention et des détails qui éclairent à quel point ces découvertes sont profondes. Parlons de ce que signifie réellement regarder en arrière dans le temps. Quand vous levez les yeux vers le ciel nocturne par une nuit claire, vous ne voyez pas l'univers tel qu'il existe en ce moment. Vous le voyez tel qu'il existait dans le passé. La lumière des étoiles, même les plus proches, met des années à atteindre vos yeux. Considérez Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de notre Soleil. Il se trouve à environ 4,3 années-lumière de distance. Cela signifie que la lumière que vous voyez d'Alpha du Centaure ce soir a quitté cette étoile il y a plus de 4 ans. Si Alpha du Centaure disparaissait soudainement en cet instant, nous ne le saurions pas avant 2029. Étendez maintenant ce principe à de plus grandes distances. La galaxie d'Andromède, notre plus proche grand voisin galactique, se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière. Quand vous regardez Andromède, vous la voyez telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, quand nos ancêtres commençaient tout juste à marcher debout dans les savanes africaines. Plus vous regardez loin, plus vous remontez dans le temps. Les galaxies lointaines nous montrent l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Et les briseurs d'univers, ces galaxies impossiblement massives découvertes par le JWST, nous montrent une époque où le cosmos lui-même était un nourrisson cosmique. C'est pourquoi les astronomes sont si enthousiastes à propos des capacités du JWST. Ce n'est pas juste un télescope puissant. C'est une machine à remonter le temps qui nous permet d'assister à la naissance des structures cosmiques. Pensez à ce que signifie voir de la lumière qui voyage depuis 13 milliards d'années. Cette lumière a commencé son voyage avant que notre Soleil n'existe, avant que notre système solaire ne se forme, avant que les atomes qui composent votre corps ne soient assemblés dans le cœur d'étoiles mortes depuis longtemps. Cette lumière ancienne a voyagé à travers l'espace en expansion, passant devant d'innombrables galaxies, à travers des vides de centaines de millions d'années-lumière de diamètre. Elle a survécu pendant des éons, décalée vers le rouge et affaiblie par l'étirement de l'espace-temps,
mais portant toujours des informations sur son origine. Et maintenant, cette lumière a atterri sur les miroirs dorés du télescope spatial James Webb, terminant son voyage de 13 milliards d'années. À partir de ce faible signal, nous pouvons reconstituer l'apparence de l'univers primitif. C'est l'un des accomplissements les plus remarquables de l'histoire des sciences. Permettez-moi aussi d'aborder le concept de distance de recul dans le temps. Quand les astronomes parlent de distance dans l'univers, ils utilisent souvent un terme appelé « temps de regard en arrière ». C'est la quantité de temps qui s'est écoulée depuis que la lumière que nous voyons a été émise. Pour les briseurs d'univers, le temps de regard en arrière est d'environ 13,2 milliards d'années. Cela signifie que la lumière a quitté ces galaxies il y a 13,2 milliards d'années. L'univers avait environ 600 millions d'années à cette époque. Mais voici quelque chose qui peut être déroutant. La distance réelle de ces galaxies n'est pas de 13,2 milliards d'années-lumière. Elle est beaucoup plus grande. La raison en est l'expansion de l'univers. Pendant que la lumière voyageait vers nous, l'espace lui-même s'étendait. Les galaxies que nous voyons ont été emportées loin de nous par cette expansion. Leur distance actuelle est plutôt d'environ 30 milliards d'années-lumière. Cela semble paradoxal. Comment quelque chose peut-il être à 30 milliards d'années-lumière dans un univers qui n'a que 13,8 milliards d'années? La réponse est que la limite de vitesse de la lumière s'applique aux objets se déplaçant à travers l'espace, pas à l'espace lui-même qui s'étend. L'espace peut s'étendre plus vite que la lumière, emportant les objets avec lui. Parlons maintenant de la toile cosmique et de la façon dont les galaxies sont distribuées à travers l'univers. Les galaxies ne sont pas dispersées au hasard dans l'espace. Elles sont organisées en un vaste réseau, appelé la toile cosmique. Cette toile est constituée de filaments et de feuillets de galaxies séparés par d'énormes vides où presque aucune galaxie ne se trouve. La structure de la toile cosmique a été déterminée par les fluctuations initiales dans l'univers primitif, les mêmes fluctuations que nous voyons imprimées dans le rayonnement de fond cosmologique. Les régions qui étaient légèrement plus denses que la moyenne ont attiré plus de matière au fil du temps. Les régions qui étaient légèrement moins denses ont perdu de la matière. Au fil de milliards d'années, ce processus a créé la structure en réseau que nous voyons aujourd'hui. Dans le tableau standard, les galaxies se forment là où les filaments de la toile cosmique s'entrecroisent. Ce sont les régions les plus denses, là où le plus de matière noire s'est accumulée. Les plus grands amas de galaxies se trouvent au nœud de la toile, là où plusieurs filaments convergent. Les briseurs d'univers remettent cette image en question. Si des galaxies massives existaient seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, est-ce que la toile cosmique avait déjà une structure suffisante pour les accueillir? Ou bien ces galaxies se sont-elles formées par un processus qui ne nécessitait pas de structure préexistante? Parlons aussi du rôle des fusions dans la croissance des galaxies. Dans le tableau standard, les grandes galaxies se forment par la fusion hiérarchique de galaxies plus petites. Les petites galaxies se forment en premier, puis elles entrent en collision et se combinent pour en former de plus grandes. Au fil de milliards d'années, ce processus construit les galaxies massives que nous voyons aujourd'hui. Les fusions sont des événements dramatiques. Quand deux galaxies entrent en collision, leur gaz est comprimé et chauffé, déclenchant souvent des flambées de formation d'étoiles. Leurs étoiles sont mélangées dans de nouvelles configurations. Si les deux galaxies ont des trous noirs centraux, ces trous noirs finissent par fusionner aussi. Les briseurs d'univers auraient-ils pu se former par des fusions inhabituellement rapides? Peut-être que l'univers primitif avait des régions où de nombreuses petites galaxies se sont formées proches les unes des autres et se sont rapidement combinées en structures plus grandes. C'est plausible, mais cela pose ses propres défis. Les fusions prennent du temps. Si les briseurs d'univers se sont formés par fusion de galaxies plus petites, ces galaxies plus petites auraient dû se former, évoluer et fusionner, le tout dans les 500 premiers millions d'années. C'est un calendrier extrêmement serré.
Parlons maintenant de la matière noire, car elle est au cœur de toute cette histoire. Nous ne pouvons pas voir la matière noire. Elle n'émet pas de lumière. Elle n'absorbe pas de lumière. Elle n'interagit pas avec la matière ordinaire, sauf par la gravité. À toutes fins utiles, elle est invisible. Mais nous savons que la matière noire existe parce que nous pouvons voir ses effets. Les galaxies tournent plus vite qu'elles ne le devraient, en se basant sur la quantité de matière visible qu'elles contiennent. La seule façon d'expliquer leur rotation est de supposer qu'il y a une masse supplémentaire que nous ne pouvons pas voir. Cette masse invisible est la matière noire. La matière noire constitue environ 27% de la masse et de l'énergie totale de l'univers. La matière ordinaire, celle qui forme les étoiles, les planètes et les êtres humains, ne représente qu'environ 5%. Le reste est de l'énergie noire. Dans le modèle standard de cosmologie, la matière noire joue un rôle crucial dans la formation des galaxies. Parce qu'elle n'interagit que par la gravité, elle a pu commencer à s'agglutiner avant la matière ordinaire. Pendant que la matière ordinaire rebondissait encore en tant que plasma chaud, la matière noire s'accumulait tranquillement en halos. Ces halos de matière noire ont fourni l'échafaudage gravitationnel pour les galaxies. La matière ordinaire est tombée dans les halos et s'est collectée en leur centre. Finalement, cette matière a formé des étoiles. Mais si cette image est correcte, les premières galaxies auraient dû se former à l'intérieur des premiers halos de matière noire. Et les premiers halos étaient petits. Il faut du temps pour que la gravité construise des structures de plus en plus grandes. Donc les premières galaxies auraient dû être petites aussi. Les briseurs d'univers sont trop massifs pour les halos de matière noire qui auraient dû exister à cette époque. Soit notre compréhension de la formation des halos est fausse, soit il existe un autre mécanisme à l'œuvre que nous n'avons pas envisagé. Une possibilité est que nous nous trompons sur les propriétés de la matière noire elle-même. L'hypothèse standard est que la matière noire est froide, ce qui signifie que les particules se déplacent lentement par rapport à la vitesse de la lumière. Mais et si elle avait des propriétés différentes? Et si elle était plus chaude, ou avait des auto-interactions, ou se comportait différemment dans l'univers primitif? Ces modèles alternatifs sont activement explorés par les théoriciens, et les observations du JWST fournissent de nouvelles données pour les tester. Parlons aussi de ce que ces découvertes signifient pour la recherche de la vie dans l'univers. L'une des grandes questions de la science est de savoir si nous sommes seuls. La Terre est-elle la seule planète avec de la vie? Ou la vie est-elle courante à travers le cosmos? Nous savons que la vie sur Terre est basée sur certains éléments, principalement le carbone, mais aussi l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et des quantités moindres d'autres éléments comme le phosphore et le soufre. Ces éléments sont créés dans les étoiles. Les briseurs d'univers et la formation précoce de galaxies massives ont des implications pour cette question. Si les galaxies se sont formées plus vite que prévu, et si les étoiles ont vécu et sont mortes en succession rapide dans ces galaxies primitives, alors les éléments lourds auraient pu être créés et dispersés plus tôt que nous ne le pensions. Cela pourrait signifier que les ingrédients de la vie étaient disponibles plus tôt dans l'histoire cosmique, ce qui pourrait signifier que la vie elle-même a pu apparaître plus tôt que ce que nous imaginions possible. C'est spéculatif, bien sûr, mais c'est l'une des implications fascinantes de ce que le JWST découvre. Permettez-moi maintenant de vous parler de la précision incroyable requise pour faire ces observations. Quand le JWST pointe vers une galaxie lointaine, il collecte des photons qui ont voyagé pendant des milliards d'années. Chaque photon est un minuscule paquet d'énergie, et en collecter suffisamment pour former une image ou un spectre requiert une patience et une sensibilité extraordinaires. Considérez le défi. Les briseurs d'univers sont si loin que leur lumière a été diluée par l'expansion de l'espace. Ce qui a commencé comme une lumière stellaire intense a été étiré et affaibli jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un murmure. Détecter ce murmure nécessite de bloquer toutes les autres sources de bruit. Les ingénieurs qui ont construit le JWST ont dû prendre en compte chaque source possible d'interférence, la chaleur du télescope lui-même,
la lumière dispersée par des objets brillants dans le champ de vision, le bruit électronique dans les détecteurs, les rayons cosmiques frappant les capteurs. Chacune de ces sources de bruit a été minimisée par une conception minutieuse. Même ainsi, détecter les objets les plus faibles nécessite de longs temps d'exposition. Le JWST peut fixer un même petit coin de ciel pendant des heures, accumulant lentement le signal jusqu'à ce que les galaxies lointaines émergent du bruit. C'est un peu comme essayer d'entendre un chuchotement dans un concert de rock. Il faut écouter très attentivement et filtrer tout le reste. Le fait que nous puissions faire cela est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Il y a quelques siècles, nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient. Maintenant, nous pouvons photographier des galaxies qui se sont formées quand l'univers était dans son enfance. Le progrès est à couper le souffle. Parlons aussi de la lentille gravitationnelle, un outil important pour ces recherches. C'est un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Quand la lumière passe près d'un objet massif, sa trajectoire est courbée par la gravité. Si une galaxie massive ou un amas de galaxies se trouve entre nous et un objet plus lointain, il peut agir comme une loupe géante, déformant et amplifiant la lumière de l'arrière-plan. La lentille gravitationnelle permet de voir des objets qui seraient autrement trop faibles pour être détectés. En analysant soigneusement les images produites par l'effet de lentille, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur la lentille au premier plan et sur la source en arrière-plan. Certaines des galaxies les plus lointaines jamais observées ont été trouvées en utilisant la lentille gravitationnelle. L'amplification fournie par les amas de galaxies au premier plan a permis au JWST de voir des objets qui auraient été invisibles autrement. Cette technique est utilisée pour étudier les petits points rouges et les briseurs d'univers. Quand l'un de ces objets se trouve derrière une lentille gravitationnelle, les scientifiques obtiennent une vue améliorée, qui révèle des détails autrement indétectables. Permettez-moi de partager un dernier point sur le voyage émotionnel que les scientifiques vivent quand ils font des découvertes comme celle-ci. Quand vous passez des années à travailler pour comprendre l'univers, vous développez des attentes. Vous pensez savoir ce que vous allez trouver quand de nouvelles données arrivent. Vous avez des modèles et des théories qui font des prédictions et vous vous attendez à ce que la réalité confirme ces prédictions. Quand la réalité ne coopère pas, cela peut être désorientant. La première réaction est souvent l'incrédulité. Il doit y avoir une erreur. Les données doivent être fausses. L'analyse doit comporter un problème. Mais quand vous cherchez l'erreur et ne pouvez pas la trouver, la désorientation se transforme en excitation. Vous réalisez que vous voyez peut-être quelque chose de véritablement nouveau, quelque chose qui remet en question la compréhension existante. C'est là que commence la vraie aventure. La science avance grâce aux anomalies. Quand les observations ne correspondent pas aux prédictions, cela signifie qu'il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Les briseurs d'univers sont exactement ce genre d'anomalies. Ils nous disent que l'univers primitif était différent de ce que nous attendions. Comprendre comment il était différent est le défi qui nous attend. L'histoire de la science est pleine d'exemples où des observations déconcertantes ont mené à une compréhension révolutionnaire. L'orbite anomale de Mercure a mené à la relativité générale. La catastrophe ultraviolette a mené à la mécanique quantique. Le rayonnement de fond cosmologique a confirmé le Big Bang. Les briseurs d'univers nous mènent peut-être vers des percées similaires. Nous ne savons pas encore lesquelles, mais le potentiel est exaltant. Permettez-moi de conclure en revenant sur ce que tout cela signifie pour nous. Quelque part dans l'univers, il y a 13 milliards d'années, des étoiles se formaient dans des galaxies naissantes. Ces étoiles ont vécu leurs brèves existences et sont mortes dans des explosions spectaculaires. Leurs morts ont dispersé des éléments lourds dans l'espace, ensemençant le cosmos avec les matières premières pour les planètes et la vie. Des milliards d'années plus tard, certains de ces atomes se sont retrouvés dans un nuage de gaz qui s'est effondré pour former notre Soleil et notre système solaire. Ils sont devenus partie de la Terre, partie des océans.
partie des êtres vivants qui ont émergé des mers primordiales. Et finalement, certains de ces atomes sont devenus partie de vous. Le carbone dans vos cellules, l'oxygène dans votre sang, le fer dans votre hémoglobine. Tout cela a été forgé dans des étoiles il y a longtemps et très loin d'ici. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous en faisons partie. Nous sommes l'univers qui prend conscience de lui-même. Les briseurs d'univers nous disent que le cosmos était actif dès le tout début. Il n'a pas attendu des milliards d'années pour commencer à créer de la complexité. Il a commencé immédiatement à construire des galaxies et des étoiles et les graines de tout ce qui allait suivre. Dans cette activité ancienne, il y a quelque chose d'inspirant. L'univers semble avoir une tendance inhérente à la création, à la construction, à devenir plus que ce qu'il était. Nous sommes des expressions de cette tendance. Notre curiosité et notre science sont des continuations de l'impulsion créatrice cosmique. Quand nous regardons les briseurs d'univers, nous regardons un moment au début de cette histoire cosmique. Un moment où l'univers commençait tout juste son long voyage vers la complexité et la beauté que nous voyons aujourd'hui. Et quand nous nous demandons comment ces galaxies se sont formées si vite, nous posons une question qui nous connecte aux mystères les plus profonds de l'existence. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous face à une erreur dans nos calculs ou à quelque chose de véritablement étranger à notre univers? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir accompagnés dans cet incroyable voyage aux confins de l'espace et au commencement du temps. Si cette exploration des briseurs d'univers vous a fasciné, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à Cosmic Drift et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochaine aventure à travers le cosmos. En attendant la prochaine fois, continuez à regarder vers le haut. L'univers est vaste et plein de merveilles, et nous ne faisons que commencer à les explorer. Le télescope spatial James Webb poursuit sa mission en ce moment même. À cet instant précis, ces miroirs dorés collectent la lumière ancienne des confins les plus reculés du cosmos. Quelque part dans cette lumière se trouvent plus de secrets qui attendent d'être découverts. Plus de surprises qui remettront en question ce que nous pensons savoir. Plus de mystères qui nous pousseront à poser de nouvelles questions et à chercher de nouvelles réponses. Les briseurs d'univers n'étaient que le début. Ils ont ouvert une porte sur une ère cosmique que nous n'avions jamais vraiment vue auparavant. Ce qui se trouve au-delà de cette porte est encore en cours d'exploration, et le voyage ne fait que commencer. Nous vivons une époque extraordinaire pour la découverte cosmique. Les instruments existent, les données affluent, les questions sont posées, et lentement, pièce par pièce, les réponses émergent. Que trouverons-nous ensuite? Personne ne le sait. Et c'est exactement ce qui rend cette aventure si palpitante.